c'est vrai que ce qui nous réunit avec Roland, on n'est pas d'accord sur tout. Notamment, on a des voix un peu différentes parfois, mais on est d'accord sur l'essentiel. On est d'accord sur l'essentiel, et l'essentiel c'est quoi? L'essentiel c'est que ni lui ni moi, nous n'acceptons que la naissance décide de la fatalité de l'échec. Et finalement, je veux dire, dans cet amphithéâtre, vous compris, Madame la Ministre, c'est ça qui nous rassemble aussi. C'est ça qui nous distingue des cyniques. C'est ça qui nous distingue des gens qui laissent aller le refus de dire parce que tel enfant est né de tel ou tel côté du périphérique, dans telle ou telle famille, il échouera inéluctablement. Ceci, nous le refusons et nous travaillons pour faire en sorte que l'école ne soit pas cet outil de reproduction sociale. Je vais essayer de vous dire un certain nombre de choses simples, rapides, parce que nous n'avons que 25 minutes, 20-25 minutes, j'en ai déjà pris 5, qui font un peu le point autour de cette question de la lecture et des querelles inutiles. Alors, je commencerai par 3 dénonciations au refus. Je crois qu'il faut en finir avec les querelles idéologiques. Comprendre bien que la méthode syllabique n'est pas nécessairement de gauche et que l'idéovisuel n'est pas nécessairement de droite. Ou l'inverse, d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, le choix d'une voie particulière d'apprentissage n'a que peu de choses à voir avec des convictions idéologiques. Je ne dis pas des convictions politiques, parce que les convictions politiques, elles, cette idée dont je parlais tout à l'heure, qui est de dire finalement, nous refusons le caractère programmé de l'échec, ça c'est une conviction politique. Les convictions idéologiques, finalement, n'ont que relativement peu d'intérêt, sauf de se regrouper avec d'autres. Donc ça, c'est la première chose importante. La deuxième chose, c'est qu'il faut en finir avec la réduction des enjeux. Vous l'avez dit très justement, est-ce qu'il suffit de bien déchiffrer pour être un bon lecteur? Est-ce qu'on peut résumer la définition de la lecture en termes de capacité à automatiser les mécanismes de lecture, c'est-à-dire les relations entre les sons et les lettres? La réponse est non. Pour autant, est-ce qu'il n'est pas important de savoir automatiser les relations entre les lettres et les sons? La réponse est oui. Nécessaire, mais pas suffisant. Ce qui m'amène à dire, mais alors, si on doit dépasser cette capacité à maîtriser les mécanismes, les enjeux de la lecture, c'est quoi? Les enjeux de la lecture, c'est le pouvoir que l'on donne à nos élèves et plus tard aux jeunes adultes et aux adultes qu'ils deviendront, donc aux citoyens, ce pouvoir qu'on leur donne sur les textes. C'est-à-dire cette capacité qu'on leur doit de réfuter lorsqu'il faut réfuter, de dénoncer la manipulation lorsqu'on doit la dénoncer, de ne pas s'en laisser compter, parce que finalement, s'il y a une chose à laquelle nous tenons tous ici, et je suis persuadé que tous ici nous y tenons, c'est cette capacité de résistance intellectuelle. Elle passe par, entre autres, par l'apprentissage de la lecture, elle passera aussi par la capacité à raisonner, par l'esprit scientifique, évidemment. Je discutais récemment encore avec mon ami Yves Quéré, et nous étions ô combien d'accord sur cette idée que maîtriser la langue, c'est aussi maîtriser le raisonnement, c'est aussi de refuser l'obscurantisme. Et donc, ces questions-là sont des questions essentielles. Elles font partie intégrante de l'apprentissage de la lecture. Si nous
pensons que la lecture doit dépasser simplement l'automatisation des mécanismes, c'est parce que nous lui assignons une ambition infiniment plus grande que le déchiffrement. Et je le répète, et pour autant, le bon déchiffrement est une base importante et nécessaire. Peut-on espérer que nous ayons une complémentarité entre ces deux objectifs, celle que nous avions mis au point, et certains s'en souviennent évidemment, dans le cadre de l'Observatoire national de la lecture. Vous savez, Madame la Ministre, que quand nous avons ensemble, avec un certain nombre de collègues, constitué la commission scientifique de l'Observatoire national de la lecture, nous étions en pleine guerre de méthode. Et année après année, nous nous sommes battus pour justement que cette guerre cesse. Et pour dire des choses simples et de bon sens, pour mettre l'enfant au cœur même de nos intérêts, de nos discussions. Et quand on oublie les intérêts extérieurs pour se concentrer sur l'enfant, alors beaucoup de querelles apparaissent dérisoires. Troisième point, je voudrais qu'on en finisse avec le rétrécissement du temps d'apprentissage. L'apprentissage de la lecture ne se résume pas au CP et au premier trimestre du CE1. L'apprentissage de la lecture, ça commence bien avant le CP, c'est-à-dire en maternelle, moyenne et grande section au moins, mais même les petits aussi, et se poursuit au collège, et y compris au collège. Et donc, quand on a compris ça, on se rend compte qu'on ne peut pas réduire les ambitions de la lecture, justement parce que nous visons cette capacité d'une maîtrise réelle de la lecture sur des textes longs, difficiles, complexes. Progressivement, bien entendu. Je ne suis pas de ceux qui vous disent qu'il faut commencer par jeter l'enfant dans des textes difficiles, dans une piscine profonde, comme disaient certains, Roland s'en rappellera, et qu'il nagera bien à un moment donné ou à un autre. Non, il risque de se noyer aussi. Et donc, il faut de la progression, il faut de l'accompagnement si l'on veut s'en sortir. Je soulignerai 5 points qui me semblent importants. J'irai vite, bien sûr, sur chacun d'eux, parce que chacun mériterait qu'on y passe quasiment la matinée, mais ne vous en faites pas. La première question sur laquelle je voudrais insister, c'est la nécessité de la maîtrise du langage oral. Il n'y a pas d'apprentissage heureux de la lecture s'il n'y a pas une maîtrise, une maîtrise consciente, je dis bien consciente, des mécanismes du langage oral. Le langage oral, c'est la base sur laquelle on construit l'apprentissage de la lecture. Évidemment, je cite entre autres la question du lexique. Et, par définition, nous avons une nécessité d'avoir un stock lexical suffisamment riche pour que l'apprentissage de la lecture puisse s'appuyer dessus. La question de la conscience syntaxique, se rendre compte qu'une phrase ou un petit texte écrit n'est pas un continuum, qu'il y a là-dedans des morceaux de texte qui disent qui disent quoi, qui disent où, qui disent quand, etc. Ça n'a l'air de rien, mais c'est absolument essentiel. La conscience syntaxique, je ne dis pas de faire de la grammaire avec des enfants de cours préparatoires, voire de grandes sections d'école maternelle. Je dis simplement leur faire prendre conscience que cette question de la mise en scène syntaxique des phrases est au cœur même de la compréhension. Et c'est très simple, c'est ludique, etc. La question, évidemment, aussi de ce qu'on peut appeler la fonction imageante. La fonction imageante, c'est cette capacité de se faire des images quand on lit un texte, et ce n'est pas aussi naturel qu'il peut le paraître. Il y a des enfants qui ont beaucoup de difficultés à mettre des images sur des mots. Et donc, il y a dans la pédagogie, notamment de la grande section
de l'école maternelle, un vrai travail à faire sur cette question de développement de la fonction imageante. Comprenez bien une chose, c'est qu'un enfant qui ne se fait aucune image lorsqu'on lui raconte une histoire aura beaucoup de difficultés à se faire des images quand on lui aura appris à lire et qu'il aura à lire un texte. L'écran noir est malheureusement c'est ce qui arrive avec un certain nombre de nos enfants. Je lisais un article il n'y a pas très longtemps où il disait que environ 2 ou 3 élèves de classes de grande section d'école maternelle n'ont que très peu d'images lorsqu'on leur raconte une histoire, ce qui nous paraît très étrange, parce qu'on a l'impression qu'on nous raconte une histoire, immédiatement il y a des gens qui se mettent à bouger dans des décors particuliers, etc. C'est pas le cas pour tous les enfants. Ça n'est pas le cas pour tous les enfants. Donc, première question, la grande section d'école maternelle, elle est au front des inégalités linguistiques et sociales. Il faut le dire et le redire. Elle est au front, nous comptons sur elle, non pas simplement comme préparation à la lecture, mais parce que c'est là que l'on commence véritablement à donner à tous la capacité d'une maîtrise du langage et de la communication orale sur laquelle la maîtrise de la lecture va se fonder. Deuxième question, très vite, l'automatisation des relations graphophonologiques, absolument essentielle, bien entendu. Il faut, et vous comprenez, je disais au début, il faut en finir avec la guerre. La guerre, c'était quoi? La guerre, c'était ceux qui disaient, en fait, vous vous rendez bien compte que si vous apprenez à déchiffrer un enfant, il ne fera jamais que déchiffrer. Et donc, vous le condamnez à être un déchiffreur parce que vous lui apprenez à déchiffrer. Et rappelez-vous la phrase magnifique de Chomsky qui disait les enfants de bourgeois apprennent à comprendre, les enfants d'ouvriers apprennent à déchiffrer. Voilà. Comme si l'école s'est forcée dans une espèce de malveillance de reproduction sociale. Voilà. Et c'est faux. Pourquoi est-ce qu'il faut apprendre à déchiffrer un enfant? Il faut lui apprendre à déchiffrer, parce que nous avons une écriture alphabétique. Et une écriture alphabétique, c'est tout simple, c'est 85% de relations prévisibles entre lettres ou groupes de lettres et sons qui leur correspondent. C'est-à-dire que c'est enseignable. Vous pouvez enseigner cela. Vous pouvez tout à fait enseigner parce que on peut dire à un enfant, quand tu vois la lettre R, ça se prononce RE. Quand tu vois les 2 lettres CH, ça se prononce sauf orchestre, orchidée, etc. Évidemment, bien sûr, ça n'est. Il y a certaines langues, si vous voulez, où j'aurais pas à dire sauf, parce que il y a une transparence totale. Mais suffit-il d'apprendre à déchiffrer pour apprendre à lire? Évidemment non. Pourquoi est-ce qu'on apprend à déchiffrer? Parce que c'est la seule façon. Et c'est vraiment une des choses importantes. C'est la seule façon d'interroger son dictionnaire mental oral, que pendant 6 ans, il s'est efforcé, je dis bien 6 ans, 0-6 ans, parce que je pense que dès qu'un enfant vient au monde, il commence à apprendre la langue. Et donc, ce dictionnaire mental se constitue tout au long de ces années, mais c'est un dictionnaire mental oral. Et donc, pour interroger un dictionnaire mental oral, vous êtes obligé d'apprendre un enfant à traduire à l'oral ce qu'il voit à l'écrit. Donc, de lui dire, si tu vois la lettre R, ça se prononce RE. Si tu vois la lettre S, 6 voyelles derrière, ça se prononce SE ou ZE, etc., etc. Et donc, cette nécessité-là n'a d'autre but, le déchiffrage n'a d'autre but que d'interroger en termes de sens le dictionnaire mental qu'il s'est fabriqué. Et là, on comprend bien pourquoi le lexique est au cœur même de l'apprentissage de la lecture. Parce que si vous n'avez pas un lexique suffisant, quand il va interroger son dictionnaire mental à travers le déchiffrement, alors le dictionnaire mental lui dira « il n'y a pas d'abonné au numéro que tu as demandé ». Et certains enfants, Madame le ministre, qui arrivent au cours préparatoire, ont
6 ou 7 fois moins de mots que les autres. Et quand on a 6 ou 7 fois moins de mots que les autres, eh bien la réponse « il n'y a pas d'abonnés » est infiniment plus fréquente. Et il y a des enfants qui finissent par penser qu'il n'y a jamais d'abonnés, et donc il n'y a jamais de sens. Et là, évidemment, nous retrouvons Chomsky. C'est-à-dire, c'est là qu'effectivement, nous avons des enfants qui n'ont jamais accès au sens, non pas parce qu'on leur a appris à déchiffrer, mais parce qu'ils n'ont pas le lexique nécessaire pour pouvoir répondre à cette requête qui leur est faite. Donc, il y a là un travail considérable à faire. On a peu travaillé là-dessus et, il y a une dizaine d'années que véritablement un certain nombre de recherches, Roland Guagou les connaît bien, ont été mises en place. N'oublions pas une chose, c'est que cette capacité à déchiffrer, à interroger notre dictionnaire mental doit nécessairement déboucher sur une capacité à reconnaître orthographiquement les mots. C'est-à-dire, c'est très fatigant. Le problème, c'est vraiment une question de fatigue. C'est-à-dire, lorsque vous déchiffrez, que vous interrogez votre dictionnaire mental, que vous attendez qu'il vous donne la réponse, ça va vite bien sûr, mais il faut attendre qu'il vous donne la réponse, etc. À chaque fois, vous restez sur un mot, vous restez trop de temps sur un mot, et donc la compréhension de la phrase et la compréhension du texte en pâtissent. Pour arriver à lire de façon fluide, il faut passer de ce déchiffrement, c'est-à-dire cette relation entre lettres et sons, à une relation orthographique. Alors qui n'est pas simplement la photographie orthographique du mot, mais l'interrogation qu'on va passer est une interrogation qui est du comment ça s'écrit et non pas comment ça se prononce. Et ce moment-là est un moment absolument essentiel dans l'apprentissage de la lecture. Enfin, je terminerai par là. Il faut bien se dire que identifier les mots, identifier les phrases est une nécessité absolue. Elles garantissent la rigueur et la justesse de la lecture. Pour autant, beaucoup reste à faire, j'allais dire tout reste à faire. Et là, il faut inventer une pédagogie de la compréhension, qui est peut-être la partie la moins travaillée aujourd'hui. C'est cette capacité de mettre en place une pédagogie de la compréhension qui va permettre à ces enfants qui n'ont pas chez eux les accompagnants nécessaires, ceux qui leur lisent des livres de temps en temps, qui leur disent non, c'est pas tout à fait ça, tu as compris ça, mais l'auteur ne dit pas exactement cela, etc. C'est cette pédagogie-là qui, si elle n'est pas mise en place, creuse les écarts. Et donc, il faut comprendre que tout au long du cursus, et je disais tout à l'heure, au collège, et y compris au collège, on puisse effectivement accompagner l'enfant dans la réponse à cette question: qu'est-ce que c'est que lire? Qu'est-ce que lire veut dire, pour reprendre la phrase de Bourdieu sur le langage? Qu'est-ce que lire veut dire? Et nous avons à apporter à ces enfants des réponses très précises. Première réponse à cette question: qu'est-ce que lire veut dire? Lire, c'est apprendre à respecter le texte et l'auteur avec infiniment d'obéissance. Parce que l'auteur, c'est l'auteur. Un homme et une femme a choisi des mots, les a mis dans un ordre particulier. Nous lui devons le plus profond respect, d'autant plus qu'il a mis tous ses espoirs en nous. Il n'est peut-être plus de ce monde, et il a lancé son texte, petit texte ou livre, peu importe. En tout cas, cet écrit-là est adressé à un lecteur inconnu qui lui permet d'espérer que tout n'est pas fini lorsque lui n'est plus là. C'est pour ça que nous devons infiniment de respect au texte et à l'auteur. Mais de l'autre côté, il faut apprendre à ces enfants qu'il faut ne pas brider son imagination. Et donc, toute la question de l'apprentissage de la lecture, c'est apprendre cet équilibre entre le respect que l'on doit au texte
et la revendication d'une liberté d'interprétation qui est absolument essentielle. Deuxième point, apprendre la polyvalence. On ne lit pas de la même façon un énoncé de mathématiques et un conte merveilleux. Parce que si on lit un énoncé de mathématiques comme on lirait un conte merveilleux, on ne trouve jamais la solution. Et si on lit un conte merveilleux comme on lirait un énoncé de mathématiques, on s'ennuie à mourir. Parce que un conte merveilleux, c'est la partie interprétation, imagination est beaucoup plus importante que dans un énoncé de mathématiques. Dernier point, une capacité qu'on travaille assez peu finalement, c'est ce que j'appelle l'endurance. L'endurance, c'est la capacité de dépasser une certaine distance de lecture en ayant vaincu à la fois l'anxiété et l'épuisement. Et cette question-là est une question sur laquelle on commence à travailler. Les Canadiens, notamment à Toronto, chez B. Miller, ont travaillé là-dessus depuis très longtemps. Nous sommes plutôt en retard, mais nous avançons à pas de géant à l'heure actuelle sur ces questions-là. Apprendre à ces peu lecteurs à devenir des lecteurs du grand large. Madame la ministre, j'en ai terminé. Simplement, j'ai l'espoir que ce que je viens de dire, ce sont des choses de bon sens, assises bien sûr sur un certain nombre de recherches et de travaux des uns et des autres. Mais je pense, si vous voulez, qu'il faut absolument éviter que nous retombions dans une querelle d'idéologie pédagogique. Il faut absolument comprendre que si le seul fait de revenir à la syllabique garantissait l'éradication de l'illettrisme, nous en serions contents. Ça n'est pas le cas. C'est une supercherie absolue. Et donc, il faut comprendre que l'acte 2, d'apprendre à lire à des enfants, suppose une très grande qualité de formation. Je terminerai là-dessus. La qualité de la formation est absolument essentielle. Non pas pour choisir des méthodes de lecture, mais pour maîtriser ce que l'on